Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin, en compagnie de Pat Côté. Salut Pat. Salut mon Ben, ça va? Oh, ça va très bien. Et je me disais, je viens de penser durant l'ouverture que si on avait été en Floride, peut-être que ce serait la fin de nos podcasts virtuels à distance. Peut-être qu'on pourrait finalement se retrouver dans la même pièce, là, une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est pas encore le cas au Québec, mais en Floride, ça a l'air que ça s'en vient. Hein? Exact. On lâche pas, on garde espoir, là. On va s'en voir à un moment donné dans le même studio, mon Ben. Ouais, j'ai hâte parce que, puis je vous parle de ça parce que bien sûr, c'est l'UFC qui a annoncé un gala du côté de la Floride. Et l'objectif, c'est d'avoir des amateurs, même ça le comble dans l'amphithéâtre. On verra si ça va pouvoir fonctionner, mais on en reparle à la fin de l'émission, comme d'habitude, dans nos actualités MMA. On va revenir, Pat, c'est sûr, sur ce qui s'est passé la fin de semaine dernière, du côté de l'Apex à Las Vegas, parce que c'était un très bon gala, moi j'ai trouvé. C'est une carte, Ouais. une fameuse carte qui passe un peu sous le radar. Puis finalement, on a eu des très bons combats, des beaux finishes, des combats qui sont aussi terminés en queue de poisson. Donc, beaucoup de choses à analyser par rapport à ça. Bien sûr, également la grosse victoire de Charles Jourdain, on va en parler longuement. On va mettre la table aussi sur ce qui s'en vient cette fin de semaine. Le gala de l'UFC ce samedi, toujours à Las Vegas. Mais commençons donc, Pat, avec Charles Jourdain, qui a réussi à passer le KO à son adversaire, mais ça n'a pas été nécessairement facile. Charles Jourdain, donc, KO technique en fin de troisième round, donc, à 4 minutes 31 pour être exact, contre Marcelo Rojo. Une victoire d'abord qui fait vraiment du bien pour Charles. Absolument, c'est sûr qu'il avait perdu le premier round. Le deuxième round était quand même bien partagé. On a vu par la suite sur la carte des juges qu'on lui avait donné le deuxième round. Donc, c'était un round partout. Entre le deuxième et le troisième round, Fabio Landa, son entraîneur, lui a dit aussi moi, c'est ça que j'aime de Fabio. C'est qu'il ne va pas te compter de mentir. Il va te le dire si ça va pas bien, si ça va bien, si on est en retard. Il ne va pas te compter des rêves. Là. Donc, il a dit, garde, on est peut-être 2 rounds à 0, c'est peut-être 1-1, mais moi, je ne miserais pas trop là-dessus. Donc, on se doit d'y aller, il faut que tu y ailles le finir. Là. Donc, une belle résilience montrée par Charles. On a vu au début du combat, il semblait un petit peu attendre ses occasions. Il était patient, c'est sûr que c'est un nouvel adversaire. Il s'est ajouté à son style. Rojo, c'est un gars qui montait de catégorie de poids. C'est un premier combat dans l'histoire du UFC. Donc, c'est sûr qu'elle allait arriver le couteau entre les dents pour faire sa place. Même s'il a perdu, ça a été un très, très bon combat. Rojo, on va le revoir. Là. On va le revoir dans sa vraie division de poids 135. Pour Charles, ça devait te faire oublier sa dernière performance face à Koulibaly parce que c'était pas le Charles Jourdain qu'on connaissait. C'est un Charles qui avait été très passif, il avait hésitant, on le sentait penser, on le voyait penser. Et là, au troisième round, on dirait que là, il s'est dit OK, là, j'y vais, je retrouve qui je suis, je fais ce que je sais, je vais m'amuser. C'est exactement ça qu'on a vu. On a vu, il a été super créatif, des coups de jeu à la volée, il a utilisé la carte pour faire un hammer fist aussi à la volée. C'était vraiment, vraiment créatif. Puis ça a donné ce que ça a donné. Il y en a qui vont dire ouais, mais Ro, accepter le combat de dernière minute, il était peut-être pas en meilleure condition physique. On s'en fout. L'important, c'est que Charles a fait le travail, même si c'était en arrière, peut-être dans le combat, dans sa tête, dans la tête de ses hommes de coin. En réalité, c'était pas ça, mais on ne sait jamais ce que les juges vont penser parce que le score n'est pas open. Là. Donc, il fallait qu'il aille au troisième round. Il se devait de terminer le combat et c'est ce qu'il a fait. Un excellent combat. Le combat de la soirée. Malheureusement, pour lui, on n'a pas donné de bonnies pour les combats de la soirée, mais inquiétez-vous pas. Il y a toujours des bonnies discrets en dessous de la couverte qu'on ne connaît pas. Et je suis sûr et certain qu'à un moment donné, il va aller à boîte à mal et il va avoir un chèque. Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, moi, que ça avait déjà été fait, là, comme tu l'as dit, là, c'est parce qu'il y a eu des gros KO, des grosses performances de la soirée. Donc, on a donné 4 bonnies de performance à 4 combattants qui ont réussi des finishes. Charles a réussi un finish, mais on l'a bien vu que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, là, soit pour le finish, soit pour
le combat de la soirée parce que les deux ont vraiment échangé. Finalement, ça lui a glissé entre les doigts, mais apparemment là, que ce serait déjà fait, là, qu'il aurait eu son petit boni discrétionnaire de Dana White ou en tout cas de l'organisation. Ouais. Et puis Ça là, arrive il l'a pas souvent. volé. Là. Mhm. Non, il ne l'a pas volé. Ça arrive souvent. Là. Moi, j'en ai déjà eu à quelques reprises également. Ce n'est pas des 50 000 comme le boni normal, mais il reste que c'est quand même un boni et tu t'en vas là. Puis ça dit c'est un bonus. Tu ne penses pas aller. Mais tu penses. Tu ne mets pas ça dans tes gains quand tu t'en vas te battre. Tu vas aller chercher ta bourse de victoire, c'est à ça que tu penses. Le bonus, ben, ça vient après. Là, tant mieux ou tant pis. Donc, mais pour Charles, écoute, tout le monde a vu ce combat-là. Tout le monde a vu qu'il peut être très spectaculaire. Cependant, moi, ce que j'aimerais de Charles, c'est qu'il commence le combat plus rapidement. Il semble, dans les 2 derniers combats, j'aimerais pas ça qu'il commence à se définir comme un slow starter. Parce que ça, un slow starter, ça peut jouer à la longue. Lorsque tes adversaires commencent à connaître ton style, que tu commences à te mettre dans le combat, peut-être dans le milieu du 2e round, et au 3e round, tu finis fort, si c'est un slow starter, les adversaires vont te rentrer dedans en partant, et ils vont te déstabiliser tout de suite. Là, vous allez trouver que je suis dur avec Charles, là, mais c'est parce que je sais qu'il est capable. Il y a le potentiel pour avoir une longue carrière à l'UFC. Il y a le potentiel pour avoir des combats spectaculaires puis être reconnu comme un combattant les plus spectaculaires de cette division de poids-là. Et c'est pour ça que je suis un peu dur avec lui. Je le connais personnellement. Écoute, et je pense qu'il sait lui aussi qu'il faut peut-être qu'il commence les combats plus rapidement parce qu'éventuellement, ça pourrait devenir un problème. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Puis Charles, de toute façon, c'est un gars qui est très critique envers lui-même, qui est très introspectif dans le sens où il va jamais s'asseoir sur ses lauriers, il va toujours vouloir analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé aussi. Puis c'est un gars qui ne vit que pour s'améliorer. Son mantra, c'est jamais fini. Donc, dans les bons, dans les moins bons moments, il va continuer juste à travailler. Donc, je suis pas mal sûr c'est sûr qu'il a profité, c'est sûr qu'il est satisfait de sa performance, c'est sûr qu'il est surtout satisfait de son 3e round, j'imagine, ou sa 2e portion de combat. Là. Ouais. Et juste pour vous dire, probablement que Rojo aurait pu jeter la serviette avant. Là. C'est un gars qui a un très, très bon menton parce qu'il a été. Ça aurait pu finir pratiquement en début de 3e round. Il s'est fait ébranler, puis le 3e round, ça a été une domination totale. Le Jourdain, le Rojo n'était pas là du tout, mais il l'a survécu pendant 4 minutes 30. Donc, et l'affaire aussi, Ben, vas-y. L'affaire, Ben, ce qui était important pour Charles, c'est de sortir de ce surf-là sur la victoire de Do Choi qui remonte à 2019. Là, tout le monde, tu sais, je veux dire, ça a été quand même une grosse surprise, cette victoire-là. Donc, souvent, quand c'est une grosse surprise, on n'a pas toujours le crédit qu'on devrait avoir parce que, il y en a qui vont dire, c'est peut-être un coup de chance ou un lucky punch, ce qui n'était pas le cas. Mais il reste qu'il surfait encore sur cette victoire-là et là, ça commençait à s'égrener un petit peu moi, je peux dire ça, le positivisme de cette victoire-là. Il se devait de sortir avec une grosse performance et c'est ce qu'il a fait. Il a répondu à l'appel et ça, ben, il faut lever notre chapeau à Charles. Oui, effectivement. Et pour votre info, là, les bonus de performance sont allés à Danny Gay, qui a passé un KO percutant contre un autre Canadien, Gavin Tucker. One punch knockout là, rapidement au premier round. Ryan Spann qui a battu l'autre Canadien, Sirkunov, a mérité un autre 50 000. Et les deux autres, Matthew Semmelsberger et Davy Grant, les deux qui ont réussi des KO rapides aussi en début de combat, les deux au premier round. Donc, c'est une soirée comme ça là, où je vous dirais, là, 8 fois sur 10, avec la performance de Charles, il aurait pu mériter un boni officiel. Mais c'est une soirée comme ça où il y a eu beaucoup de combats spectaculaires et de finish spectaculaires. Je veux revenir peut-être sur la suite, là, parce que tu disais il surfait sur sa victoire contre Do Choi, a enchaîné avec une défaite contre Andrew Feely, mais Feely qui est un gars expérimenté, puis Charles lui a fait un bon combat. Là, ça avait été assez serré malgré tout. Et c'est vraiment son dernier, là, comme tu l'as dit, contre Josh Coulibaly, où on n'a vraiment pas vu le Charles qu'on devrait voir. Là, je pense que le déclic s'est fait. S'il n'y a pas, la réponse ou s'il n'y a pas la confirmation que Charles est à son meilleur quand il est lui-même, ben là, il ne l'aura jamais. Parce que lorsqu'il a été lui-même, lorsqu'il a laissé aller ses mains, lorsqu'il a laissé aller ses combinaisons, sa créativité, c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment pris le contrôle du combat. Donc, ça nous rappelle et ça va lui rappeler à lui que se dénaturer, dans son cas, c'est pas nécessairement la chose à faire. Hein? Absolument. Honnêtement, je pense pas qu'il était dénaturé contre Coulibaly. Des fois, il y a juste des soirées que ça sort pas. Des fois, il y a juste des soirées que ça ne marche pas.
il ne faut pas oublier, là, il s'était battu contre André Fili avant ça, il s'était battu contre Do Choi, contre quand même des gros noms qui sont connus. Là, ça va se battre contre Josh Koulibaly, un no-name, on va se le dire. Donc, peut-être la motivation n'était peut-être pas pareille. Je veux dire, c'est difficile là, quand tu pars de gros noms. Moi, je me souviens, là, quand je me suis battu contre Tito Ortiz, après ça, je suis allé me battre contre Ricardo François. Je ne veux pas manquer de respect contre Ricardo François, mais la motivation n'était pas bien là, on va te le dire, tout de suite. Là. Puis j'ai gagné par décision partagée. J'ai failli perdre ce combat-là. Fait que je peux comprendre jusqu'à un certain point la motivation face à Koulibaly, peut-être qu'elle n'était pas si grande que ça. Là, il n'y avait pas le choix. J'ai rien à dire contre la performance à Charles, mais maintenant, il faut qu'il se concentre à peut-être commencer les combats plus rapidement parce que peut-être qu'à un moment donné, il va manquer de temps et peut-être qu'à un moment donné, il ne sera pas capable de se rendre au troisième round non plus. Donc, peut-être qu'il misait sur la condition physique aussi que son adversaire, mais si ça, lui, là, il veut, Charles, on sait depuis longtemps, là, il veut se battre contre Cub Swanson. Il a besoin de commencer le combat rapidement contre Cub Swanson parce que sinon, ça va aller vite. Là. Mais il est capable de le faire. Il faut juste qu'il se mette dans le combat en partant. Il est capable de suivre le rythme. Ça, je suis sûr et certain. Mais c'est juste qu'il faut qu'il le fasse. Cub Swanson qui a déjà un combat, là, malheureusement, en tout cas, c'est la vie, là, mais il a déjà un combat de prévu au mois de mai. Ouais. Non, mais c'est un exemple. Là, je veux dire, s'il veut monter les échelons, il faut qu'il parte les combats plus rapidement. Non, où je voulais en venir avec ça, c'est que certains diront OK, Charles est peut-être prêt après cette victoire-là, comme pour un gars du top 15, disons, ou un combattant plus expérimenté, ou un combattant, une vedette, entre guillemets. Je pense pas qu'il est rendu là. Les combattants du top 15, je les regardais là, hier en préparant l'émission, ils sont quand même assez solides. Puis c'est des gars qui sont sur des séquences de victoires là, pour la plupart, alors que Charles vient d'en chercher sa première victoire là, en 3 combats. Là. C'est ça. Je veux dire, aussi, là, il y a 2 victoires à l'UFC. Là, il s'est battu. Le premier, ça a fait une grosse surprise par Do Choi. Il a performé quand c'était le temps, surtout en Corée. Ça, c'était pas évident non plus. Et là, face à un gars, c'est son premier combat UFC qui n'était pas dans la bonne catégorie de poids. Ça n'enlève rien à la victoire à Charles. Mais laissons le temps à Charles de se bâtir un petit peu là-dedans. Je pense que ça serait une erreur présentement de le mettre tout de suite face à un gros nom, de le mettre tout de suite face à un top 10, un top 15. Je pense que ça serait illogique de faire ça. Ça serait mal bâtir un athlète. Ça serait sauter des étapes. Puis il est encore jeune, là. Il a encore du temps là, devant lui pour être capable de se bâtir comme il faut, de s'améliorer, justement pour arriver face à des gars qui sont dans le top 15 mondial. Moi, je pense qu'un combat contre un top 15 mondial, le prochain combat pour Charles, serait une erreur. Ouais, je tends à être d'accord avec toi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est à l'UFC, c'est dans 145 livres, c'est une division avec beaucoup de profondeur quand même. Les gars sont très, très bons. Charles a juste 25 ans en plus. Là. Donc, oui, effectivement, on va aller vite parfois, mais dans ce cas-ci, effectivement, la patience pourrait être de mise. Laissons-le d'abord évaluer ses options et laissons-le profiter de cette belle victoire. Charles, s'il nous écoute, félicitations en tout cas pour la victoire. Et puis, c'est ça, ça a donné. Le résultat est incroyable. Et ça a donné vraiment également un très, très bon spectacle. Cette victoire de Charles Jourdain contre Marcelo Rojo. Et surtout, là, veut pas, dans tous les combats qu'il a fait des belles performances. Mais le vrai Charles Jourdain qu'on connaît, nous, là, qu'on l'a vu se battre à TKO, là, on ne l'avait pas vu. On l'a vu au troisième monde, qu'est-ce qui est de sa créativité. Et c'est ça, là c'est le fun parce que là maintenant, le monde a vu ce combat-là, puis ils connaissent Charles Jourdain, ils savent, OK, ce gars-là, il a de la créativité, il est capable d'être très créatif dans ses attaques, il est capable de faire des choses vraiment imaginaires, là, il imagine des choses différentes. Exactement. Donc, ça, c'est un point positif pour lui. Passons à la finale, Pat. La finale de ce gala de samedi, c'était Belal Mohamed contre Leon Edwards, le mal-aimé. Mohamed qui avait accepté ce combat-là un peu à la dernière minute en remplacement de Khamzat Chimaev, la nouvelle sensation. Leon Edwards devait gagner de façon assez spectaculaire. C'était notre avis et c'est un peu ce que Dana White avait dit aussi pour finalement mériter son combat de championnat du monde chez les mi-moyens. Je vous rappelle qu'il est quand même classé 3e aspirant dans cette catégorie-là. Il avait très, très bien commencé le combat. Leon Edwards, il semblait juste trop fort pour Mohamed, trop rapide, trop technique également pour lui. Malheureusement, ça n'a pas duré super longtemps parce que dès le milieu du premier round, coup dans l'œil, un doigt accidentel de Leon Edwards dans l'œil de Belal Mohamed, ça a vraiment causé des dommages.
résultat des courses, une nulle technique ou en fait un no contest, là, comme on dit en anglais, comme si le combat n'avait jamais eu lieu. Pas une victoire, pas une défaite, pas une nulle. Bref, la malchance qui s'acharne sur Leon Edwards, puis là, on se demande qu'est-ce qui va arriver avec lui. Là. Ma chance. Il s'était fait avertir déjà une fois avant que ça arrive la deuxième fois. Donc, je veux dire, les combattants sont responsables de l'humain, sont responsables des membres qu'ils ont. Exactement. Donc, oui, c'est plate. Il avait gagné le premier round. Ahmad semblait être un peu intimidé au premier round quand même, là, parce que Edwards était en plein contrôle de ce combat-là. Ça revient encore à c'est un peu tabou, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Je pense que c'est un mix d'équipement et de responsabilité des combattants. Je veux dire, la responsabilité des combattants, il faut qu'on doit faire attention. Et de deux, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, probablement qui ont déjà vu Pride. Pride, dans le temps, c'était des gants un petit peu plus gros. C'était des gants de 7 onces, si je me souviens bien. Mais c'était un peu plus gros sur le dessus. Ce qui fait que les doigts, c'était plus dur. Ils étaient plus couverts. Donc, est-ce que ça, c'est une solution? Je ne sais pas. On peut pas enrober tous les doigts. On ne peut pas les coudre ensemble non plus parce qu'on se comprend, il y a du grappling, il faut avoir de la flexibilité sur les doigts et sur les poignets. Bon, c'est sûr que ça reste un fléau, ça reste difficile à régler, mais au bout de la ligne, c'est la responsabilité du combattant. Ça, c'est plate pour Edwards parce que je veux dire, il n'a pas vraiment gagné de points là, pour s'approcher d'un combat de championnat du monde non plus là-dessus. J'ai peut-être fait une erreur, mais tu me confirmes que c'est au deuxième round que c'est arrivé le doigt dans l'œil? Ouais. J'ai comme une bulle au cerveau. Merci, Pat. Donc, c'est ça. Premier round dominé par Leon Edwards et rapidement au deuxième, en tout cas, ça s'est terminé. J'ai vu aussi bon, ces gars-là dont tu parles, là, les anciens gants de 7 ans, je vais essayer de me mettre devant la caméra ici, là, où c'est vraiment, il y a vraiment du rembourrage partout ici, là, sur les mains, puis les doigts sont comme détachés, mais même lorsqu'on plie les doigts, c'est comme s'il y avait du rembourrage ici ou du gant par-dessus les doigts, ce qui fait que c'est plus difficile d'aller mettre les doigts dans l'œil. Il y a d'autres gens aussi, il y a des modèles de gants qui, lorsque tu les mets, ta main est comme pratiquement fermée. Des gants de 4 onces, là, ta main est pratiquement fermée, puis il faut vraiment que tu forces pour ouvrir tes doigts. Donc, tu peux grappler, c'est un petit peu plus difficile, un peu moins de flexibilité. C'est juste que lorsque tu es en combat debout, tu as moins porté à avoir les mains ouvertes et tout ça. J'ai vu les deux options. Parce que l'affaire, c'est que tu veux pas désavantager un lutteur ou un gars qui travaille au sol avec des gants. Les gants sont là pour éviter les coupures. Ça a été inventé pour ça. Ça n'a pas été inventé pour que l'impact soit moins grand. Ça a été inventé pour éviter les coupures, pour que le combat dure plus longtemps. Parce on s'entend, avant, ça se battait à poing nu, puis ça finissait en bain de sang, ça finissait, tout le monde était ouvert avec des coupures. Donc, c'est pour ça qu'on a mis obligatoirement des gants. Et surtout aussi pour que ça passe mieux à la télé nationale et qu'on ait des contrats de télé, que ça soit un peu plus, moi je peux dire ça, accepté. Vu que si on avait des gants, c'était moins barbare et ça l'est. Mais il reste que faut que les athlètes, il faut que les combattants apprennent à faire attention aussi. Je dis, il y en a plusieurs là, qui se battent, on appelle ça la long guard. Donc, ils se battent avec la main en avant. Et là, juste pour mettre sur le dessus de la tête pour prendre la distance. Et ça, là, je veux bien croire, là, mais en entraînement, là, je veux dire, tes hommes de coin, tes partenaires d'entraînement devraient te le dire. Tu dois faire attention. Tu dois changer cette manière de te défendre-là, sinon, c'est ça qui va arriver. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités des combattants là-dedans aussi. Mark Ratner disait en entrevue, le VP sécurité, si on veut, là, de l'UFC, là, règlement et sécurité, c'est lui qui s'assure de l'application des règlements et qui explique lorsqu'il y a des situations comme ça. Il a été occupé, lui, en tout cas, dans les dernières semaines. Je l'ai vu en entrevue, il expliquait qu'en fait, il serait pour des avertissements plus vifs, plus rapides, en fait, qu'on enlève directement des points. Que les avertissements se fassent dans les vestiaires de façon très claire. Dire, je veux rien voir d'illégal, que ce soit coups de genoux illégaux, que ce soit doigts dans les yeux, je veux rien voir. Aussitôt que vous commettez une faute, je vous enlève un point.
Puis aussitôt que vous commettez, puis si ça se reproduit, ben, vous êtes disqualifié, que ce soit intentionnel ou pas. Donc, pour justement que les. Parce que là, si les combattants le savent qu'ils ont une chance ou deux là, avant d'avoir une punition, entre guillemets, ou un désavantage. Tu sais, tu peux faire un ou deux doigts dans les yeux avant de finalement se faire enlever un point. Tu enlever un point très rapidement, dès la première on dirait que peut-être que ça améliore. On dirait que ça dépend toujours de la blessure que l'autre va avoir aussi. L'arbitre décide est-ce que la blessure vaut enlever un point, mais ce ne serait pas ça, supposé être ça. Ce serait la faute doit enlever un point. Alors, moi, je serais d'accord avec toi. Je serais d'accord avec un avertissement dans le combat parce que, je veux dire, quand c'est dans le vestiaire, dans le combat, là, ta tête ne marche pas pareil. Là. Ça va 10 fois plus vite dans le combat. Fait un avertissement dans le combat, puis sinon, ben, tout de suite, tu enlèves un point. Ça, je serais correct avec ça aussi. Mais tu sais, il y en a qui font ça depuis des années. Là. Donc, il faut qu'ils changent leur mécanisme de défense, leur mécanisme de se placer au niveau de la garde. Mais écoute, c'est ça qui est ça. Je veux dire, s'il faut faire ça, ben, on n'aura pas le choix. Là, on se demande à quoi va ressembler la division des mi-moyens maintenant. Là, Leon Edwards, je le disais, lui dit, je ne veux pas donner un combat revanche à Belal Muhammad. Le premier round fait en sorte que vous voyez que j'étais trop fort pour lui de toute façon. Puis, je n'étais pas supposé être dans le ring, je n'étais pas supposé être dans le cage contre ce gars-là. Donnez-moi mon combat de championnat. Lui, c'est ses arguments. Stephen Thompson qui dit, moi, à ce point-ci, je mérite un combat de championnat avant Leon Edwards. Puis là, finalement, l'UFC se revient de bord puis book Masvidal contre Ousmane pour un combat de championnat. T'as des gars comme Colby Covington qui veulent rien savoir. T'as des gars comme Gilbert Burns qui vont vouloir des revanches en combat de championnat aussi. Michael Chiesa. Leon Edwards va être benché encore pour un avenir, pour le futur rapproché. Là. Ouais, tu sais, j'espère qu'il ne veut pas s'asseoir et attendre son combat de championnat du monde parce que, tu sais, il s'était pas battu depuis 2019. Lui aussi avait contracté la COVID. Après ça a été Chimaev 2 fois. Je pense qu'il faut falloir qu'il reste actif, qu'il prouve encore une fois qu'il mérite un combat de championnat du monde. Je veux dire, si tu regardes les faits, il a sur 8 victoires de suite, oui, il mérite. Mais là-dessus, tu as 2 combats qui ont fini avant la limite. Et des combats qui ont gagné par décision partagée. Et souvent des combats on attendait l'action. On joue un peu plus sécuritaire. Puis ça, l'UFC, l'organisation, n'aime pas ça parce que c'est pas vendeur. Puis, on en a parlé longtemps, c'est plate, mais c'est comme ça. Vous allez dire, mais c'est pas juste. Ben non, mais la vie n'est pas juste. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça. La réalité, c'est que l'UFC, c'est une business de promotion. Et si tu ne fais pas la job de donner un spectacle, ben, tu n'auras pas d'avancement. C'est la réalité. C'est peut-être plate à entendre, mais c'est ça la réalité. Donc, on va suivre le dossier Leon Edwards encore, mais soyez pas surpris s'il se retrouve sur les lignes de touche et qu'il attend son tour pendant un certain temps. Je veux finir avec la carte de la semaine passée, Pat, avec la situation Eric Anders contre Darren Stewart, puis peut-être juste expliquer la différence entre cette situation-là et la situation qui est arrivée la semaine précédente entre Aljamain Sterling et Petorian. Parce qu'encore une fois, pour une 2e semaine consécutive, un combat s'est terminé avec un coup de genou illégal à la tête. Sauf que contrairement à la semaine précédente, cette fois-ci, ça a été un no contest, donc une nulle technique. Alors que, vous vous rappelez probablement qu'à l'UFC 259, Aljamain Sterling a gagné la ceinture, alors que Yann a été disqualifié pour un coup similaire. Puis là, je sais que il y a des différences entre les deux, là, notamment le fait que ça n'a pas nécessairement atteint la tête de Stewart. Commençons peut-être par ça. Là. Selon toi, tu penses encore que c'était pas un coup de genou illégal? Non, puis je comprends pas encore pourquoi on n'a pas été à la reprise vidéo. On a été à la reprise vidéo pour le doigt dans l'œil en finale, mais on n'a pas été à la reprise vidéo pour ce coup de genou-là, puis ça a été un bleed les 2 fois. Faut pas que tu punisses l'intention, tu punis la faute. Et la faute, c'est donner un coup de genou à la tête lorsque ton adversaire a 3 points d'appui. Est-ce que le coup de genou a touché la tête? Non, le coup de genou a été bloqué par la main. Donc, le règlement est très clair. Le règlement, il est écrit comme ça. Le règlement, c'est tu ne donner de coup de genou à la tête. Mais le coup de genou n'a jamais touché à la tête. Donc, c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'on ne soit pas allé à la reprise vidéo pour être sûr et certain qu'on prenne la bonne décision.
Écoute, c'est vrai, puis je le dis souvent, moi, ce règlement-là, il m'énerve. Je l'enlèverais, ce règlement-là. Il y a trop de confusion. On appelle ça des règlements unifiés. Il n'y a pas de règlement unifié. Tu t'en vas au Texas, c'est des règlements différents. Tu t'en vas à Las Vegas, c'est différent. Tu as droit à une main à terre, deux mains à terre, faut que tu sois au sol. C'est trop mélangeant pour tout le monde. Il y en a qui jouent avec ce règlement-là aussi. Il va regarder l'adversaire, il va mettre une main, il va enlever la main, il vient pour donner un coup de genou, il va mettre sa main à terre. Tu ne peux pas jouer avec des règlements comme ça pour essayer de donner une faute à ton adversaire. Donc, moi, j'enlèverais ce règlement-là. Tu as le droit des coups de genou à la tête. Protège-toi en tout temps. C'est ce qu'on fait à la boxe. Tu te protèges en tout temps lorsque l'arbitre vient séparer les deux boxeurs. Il faut que tu te protèges en tout temps. Tu ne sais jamais quand ça va arriver. C'est la même chose. Tu devrais te protéger en tout temps et il y aurait beaucoup moins de confusion pour tout le monde. Les coachs, les combattants, les arbitres, les commentateurs, mettre les fans. Il y aurait beaucoup moins de confusion. Puis je pense que. Puis en plus, parce que avec un coup de genou à la tête, au sol, tu peux gagner le combat. Tu peux passer le combat, tu peux améliorer ta position de la sorte, tu peux faire avancer le combat. C'est pas comme les coups de pied ses orteils. Les coups de pied ses orteils, tu blesses pour blesser. Tu peux pas gagner un combat. Il n'y a pas un combattant qui va abandonner parce qu'il s'est fait casser un orteil. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Sauf que puis ça, c'est légal. Je trouve que c'est plus antisportif, les coups de pied ses orteils, qu'un coup de genou au sol lorsque ton adversaire est 3 points d'appui ou 4 points d'appui. Donc, moi, je remettrais ça. Et la différence entre les deux situations, c'est que Peter Yan a eu d'un coup de genou direct à la tête, a regardé, c'était volontaire. Et du côté d'Eric Anders, c'était peut-être volontaire, mais on ne punit pas l'action, on punit la faute. Et à mon avis, il n'y a pas de faute dans cela Anders parce que ça a touché la main, non pas la tête. Ouais, je comprends le point, là. C'est comme au hockey, là. Une mise en échec. Tu peux faire la même mise en échec. Si tu accroches la tête de ton adversaire, tu vas être puni 2 minutes. Si par chance, ton adversaire réussit à éviter sa tête puis il accroche juste l'épaule, la même mise en échec ne sera pas punie. Donc, c'est un peu le même principe. Là. Mais il y a quand même une partie de moi qui pense qu'Eric Anders n'avait pas d'affaire à donner un coup de genou dans cette situation-là. Son but, puis là, ça revient avec l'intention, mais son intention, c'est de donner un coup de genou au visage de son adversaire qui est agenouillé. Que l'autre mette sa main ou pas, il n'y avait pas d'affaire à lancer ce coup de genou-là. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas trop de misère avec l'arrêt d'Herb Dean dans ces situations-là, mais en tout cas, c'est... Non, l'arrêt est correct, mais il faut aller vérifier si c'est une faute ou pas. C'était pas une faute. Tu peux pas. Ouais. C'est comme. Donc, tu peux arrêter le combat, tu fais un break dans l'action, puis tu dis ton coup de genou, je pense qu'il était peut-être illégal, je vais aller vérifier à la reprise. Oui, il l'était. Non, il l'était pas, on recommence dans la même position. C'est ça que tu veux dire? Mais avant, il faut qu'il voie si celui qui a reçu le coup de genou est capable de continuer. S'il n'est pas capable de continuer, là, ou s'il est capable de continuer, ou s'il n'est pas capable de continuer, là, tu vas à la reprise vidéo, là, tu t'aperçois que c'est pas un coup légal. Bon, Anders aurait dû gagner par KO technique. Moi, c'est mon avis. Il y en a plusieurs qui ne vont pas partager cet avis-là. Mais les faits, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de faute. Le coup de genou n'a pas touché à la tête. Oui, l'intention, c'était peut-être ça. Peu importe. Si j'ai l'intention de donner un coup de pied d'un couille à mon adversaire, mais je ne le fais pas, personne ne va me disqualifier, tu comprends? Fait que, tu sais, je comprends que c'est un peu tiré par les cheveux, là, mon exemple, là, mais c'est ça pareil. C'est que c'est la faute. La faute, il n'a pas eu. Il n'a pas eu le coup de genou n'a pas touché à la tête. Et c'est ça. Je ne connais pas Eric Anders, c'est pas mon ami. Là. Je ne parle pas contre lui. Je parle pas pour lui ou contre lui. Je veux dire, mais moi, c'est ce que je crois. Puis tu l'as bien expliqué, la différence aussi, c'est que Herb Dean, Lester Smith, l'arbitre de Sterling contre Yann, avait jugé que le coup de Yann était intentionnel. Il n'y a pas grand monde qui s'ostine là-dessus. Alors que Herb Dean, cette fin de semaine, on a jugé que c'était pas intentionnel, le coup d'Anders. Et Yann, il s'était fait avertir par l'arbitre aussi. Il avait dit à 2 reprises, he's grounded, he's grounded. Puis il a lancé le coup de genou pareil. Donc ça, c'est une grosse faute, tu comprends? Il y a eu de la confusion avec ses hommes de coin, là, mais peu importe, la faute a été là. Et si on avait été au 3e round et que le combat prend fin en raison d'un coup accidentel, on aurait été aux cartes des juges, c'est ce que je comprends du règlement. Donc, Anders aurait pu, disons qu'Anders avait gagné les 2 premiers rounds et c'est lui qui commet une faute accidentelle, il aurait pu gagner le combat malgré tout.
à la suite de ce coup-là. Parce qu'on a jugé Ouais, que mais c'était en même accidentel, temps, alors que ouais, c'est ça. En même temps, je trouve ça bizarre qu'on dise que c'était accidentel. Le coup de genou était pas accidentel, il était c'est volontaire. ça. C'est pour ça que c'est pour C'est ça le que ce jugement de l'arbitre, c'est règlement-là, ça. exact, c'est pour ça que ce Hum, règlement-là est tellement dans une zone grise que tout le monde est mêlé, puis ça donne des situations comme ça. Fait enlevez ça, c'est ça. et protège-toi tout le temps, puis c'est tout. Ouais, puis on en a parlé un petit peu la semaine passée, puis je vais juste finir avec ça, c'est que t'es pas le seul à dire ça, là. Il y a de plus en plus de combattants qui eux-mêmes disent que le règlement du genou au sol, du combattant au sol lorsqu'il a un genou, ça devrait pas avoir existé, puis qu'on devrait pouvoir utiliser ses genoux contre un combattant qui a des coups de genou contre un combattant qui a un genou au sol. Mhm. Ça gagne en popularité, puis on a des arguments peut-être de plus en plus, en tout cas dans les 2 dernières semaines, des arguments pour valider ce point-là. Euh, Autre carte, Pat, cette fin de semaine de l'UFC, Derek Brunson contre Kevin Holland, un combat de 2 combattants chez les top 10, je vais le dire. Un duel de 2 combattants dans le top 10 chez les poids moyens. Voilà, 185 livres. Brunson qui est classé 7e. Holland est classé 10e. Les deux sont sur d'une belle séquence de victoires également. Mhm. C'est ça. C'est pas wow, mais ça demeure 2 combattants quand même assez solides, là. Ben, je veux dire, je te dirais, c'est pas wow si ça avait été v'là 6 mois. Parce que Kevin Holland était comme un peu un inconnu, puis il se faisait aller Ouais. pas beaucoup, puis il parlait. Sauf que ça a été le combattant le plus actif l'année passée. Il parle beaucoup, mais il livre la marchandise. C'est un personnage. Il est le fun à écouter, il est drôle, mais il livre la marchandise aussi. Pour Derek Brunson, ça dépend toujours lequel qui va se présenter. Il a donné des performances inégales dans sa carrière à l'UFC. Des bonnes performances. Les performances ont été là. Ouais, c'est-tu le même combattant que le dernier combat? Il n'est pas égal. Donc, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir lequel va se présenter. Il n'y a pas le choix parce que Holland, c'est un grand combattant qui utilise énormément sa portée, qui frappe solide. Ça va être. Je pense que ça va être difficile pour Bronson. Pour vrai, là, même si Bronson était peut-être un nom plus connu, ça ne sera pas un combat facile pour Derek Bronson. Ouais, Brunson qui est à l'UFC depuis un certain temps déjà. C'est vrai qu'Holland a connu une belle année 2020, là. Il a 5 victoires de suite quand même, puis Ouais. c'est un combattant qui préconise surtout le combat debout, là, sauf erreur, puis qui pour un 185 livres qui est assez costaud, puis qui est assez aussi agile, là. Il peut gagner de plusieurs façons là, quand même aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de Jourdain de bien bâtir. Je trouve que c'est ça qu'on est en train de faire avec Kevin Holland. Et sur 5 victoires de suite, on lui a donné des gros noms, mais qui étaient peut-être en fin de carrière, comme Jacare Souza. Il l'a knocké sur son dos avec des hammerfists. Je comprends que ça, c'était assez unique. Mais il reste que je trouve qu'on le bâtit bien pour justement le faire éclore face à des adversaires qui vont être en avant de lui dans le classement. On a pris notre temps. Oui, il a été super actif. Là. Je comprends, 5 combats dans une année, c'est énorme. Là. Ça arrive, c'est très, très rare. Là. Mais on bâtit bien. Ouais, exact. On bâtit bien, on fait attention. Puis présentement, on voit que c'est bénéfique pour lui. Donc, ta tête va avec Kevin Holland, qui est 3 rangs derrière Brunson, mais j'aurais tendance aussi à dire qu'il y a peut-être plus d'outils dans son sac. Surtout que Brunson, c'est vrai qu'il est peut-être plus terne un petit peu, puis il est surtout inégal, là. Une soirée, il peut oublier de se présenter au bureau, là. Exact. Ça dépend de quel Bronson qui va se présenter. T'sais, si c'est le Bronson A qui va se présenter, ben, il fait partie des meilleurs au monde. Mais si c'est le Bronson D qui va se présenter, ben, on ne sait jamais lequel. Donc, on espère que ce soit toujours le A qui va se présenter, mais ce n'est pas le cas. En demi-finale, ça va être Gregor Gillespie contre Brad Riddle. Gillespie qui est encore classé 15e chez les poids légers. Un gars qui était sur une superbe lancée, un des beaux espoirs de l'organisation. En tout cas, on se disait, là, on regardait sa fiche, on regardait surtout la façon dont il terminait ses combats. C'est un gars quand même assez excitant aussi. Et là, vous vous dites, ah ouais, Gillespie, ça me dit quelque chose. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous rêvez pas, là. Puis c'est pas nécessairement en raison de la COVID, quoi que ça n'a peut-être pas aidé, là, mais il n'a pas été actif en 2020. Ça fait 16 mois qu'il ne s'est pas battu. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il avait pogné son Waterloo contre Kevin Lee, là. Puis c'était un KO violent, Exact. un des gros de 2019. Là. Je pense
sauf erreur, là, s'il n'y avait pas eu le KO de Jorge Masvidal contre Ben Askren en 5 secondes avec le genou, là, le KO de Kevin Lee, c'était peut-être le KO de l'année cette année-là. Donc, Gillespie qui a pris le temps quand même de revenir. Ça peut être bon là, dans son cas, dans le sens parce que c'est sûr qu'il a été blessé sérieusement. Hein. Oui, puis il va affronter Brad Riddell, que je connais quand même bien. Là. Quand je suis allé en Thaïlande 2 fois, je me suis entraîné avec lui. Un excellent kickboxer, un très bon combattant au niveau du combat debout. S'est amélioré au niveau de sa lutte, au niveau de son jeu au sol également, mais Gillespie est de loin supérieur lutteur à Riddle. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va miser. Je veux dire, il revient d'un gros KO. Peut-être qu'il va être un petit peu shy, comme on dit, là, de vouloir échanger coup pour coup face à un gros cogneur comme Brad Riddle. Donc, j'ai bien l'impression que ça va être une bagarre de style, ce combat-là. Gillespie va essayer de lutter Riddle. Riddle va essayer de se déplacer puis d'y aller avec les frappes. Ouais, c'est ça. Riddle a quand même 6 victoires de suite, dont 4 depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Ses 4 dernières victoires, par contre, sont par décision. Il a peut-être pas... oui, il est bon debout, mais il n'a peut-être pas une force de frappe incroyable. En tout cas, si on regarde sa fiche, quoi que la moitié de ses victoires dans les autres organisations sont survenues par KO. Là, donc, il est capable. Il n'a juste pas encore réussi à aller chercher son KO à l'UFC. Probablement qu'il l'attend avec impatience, qu'il le cherche avec impatience. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est ça. Parce que veut pas, puis on en parle souvent, c'est un KO comme ça, comme a subi Gillespie, ça peut vraiment chambouler une carrière. Là, ou pas mettre fin à une carrière, mais tu as un avant puis un après. Puis, quand tu subis ton premier... Il était invaincu. Il a subi un premier KO, puis un KO percutant. Comment le corps réagit, comment la tête réagit aussi. C'est l'aspect, moi, qui va m'intéresser là, dans ce duel-là. Ben, c'est l'aspect mental. C'est sûr comment il va réagir après le premier coup qu'il va recevoir, parce qu'il va recevoir des coups. Reste à voir si la confiance est affectée, s'il va il va être un petit peu plus hésitant à vouloir s'approcher de son adversaire. Tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Puis quand rendu à ce niveau-là, si tu hésites, c'est fini. T'sais, si tu perds la fraction de seconde parce que tu hésites, parce que tu penses, c'est plate, mais tu peux plus te battre à ce niveau-là, ça devient trop dangereux. L'autre combat que j'ai remarqué qui nous intéresse avec des gars un peu plus connus, Tai Tuivasa contre Don'Tale Mayes. C'est un combat chez les poids lourds, donc toujours intéressant pour le spectacle, mais c'est surtout deux gars qu'on voyait pendant un certain temps. On parle de la nouvelle génération des poids lourds. Puis là, Tai Tuivasa, entre autres, on se dit, ah ouais, tu sais, l'Australien solide. Puis finalement a connu vraiment sa part de défaite. Là, donc, hâte de voir si peut-être un de ces deux gars-là va être capable de passer par-dessus ou à l'étape supérieure dans sa carrière, parce que depuis leur arrivée à l'UFC, ils se sont fait dépasser par des gars comme Cyril Gane, notamment, Rosenstrike aussi, Jeremy Aspinall, là, qui a 2 victoires seulement à l'UFC, mais qui a passé ces gars-là dans les classements aussi. Là, donc, c'est peut-être je dis pas que c'est la fin pour pour le perdant, mais on va voir lequel entre Don'Tale Mayes ou Tai Tuivasa a le plus de potentiel peut-être pour aspirer à regrimper les classements chez les lourds. Hein. Ouais, Tuivasa, c'est parce qu'il est arrivé et il a gagné son premier combat avec un flying knee, un gros bonhomme de même, c'est assez spectaculaire. Là, aujourd'hui, je te dirais qu'il est plus connu pour son showy que ses performances sportives présentement. Là. Donc, oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est un gars c'est un personnage aussi, c'est un gars qu'on aime voir, c'est charismatique. Fait que ça va être intéressant de voir. C'est sûr, c'est des gros bonhommes. Hein. C'est pas des gars qui ont l'agilité des Cyril Gane, des Thomas Spinard, comme tu disais, puis des choses comme ça, des Cyril Ngannou. Cyril Ngannou, des Francis Ngannou. Fait que c'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus brouillon, puis le premier qui touche la cible, ça risque de faire bien du dommage. Donc, si je ne me trompe pas, là, un petit peu plus tard que d'habitude, hein, la carte, comme les heures d'une carte télé à la carte, donc carte préliminaire 20h RDS et puis 22h pour la carte principale, mais faites-vous-en pas, la totalité de ces combats-là vous seront présentés. Puis, je veux juste dire de quoi ceux qui nous écoutent, là, le podcast, puis qui nous écoutent sur RDS, là, je sais des fois, il y a des émissions avant l'UFC, comme qu'est-ce qui est arrivé le samedi passé, il y avait le golf, ça a débordé pendant 15-20 minutes. Envoyez-moi pas vos insultes.
je peux rien faire. Vous comprenez? Ou vous demandez, il parle à tes boss que le golf, c'est plate, l'UFC, pourquoi on n'est pas là? Écoute, moi, je suis juste un commentateur, OK? Fait que j'attends comme vous autres que le golf finisse, puis on continue, puis on continue avec la carte. Je comprends, c'est plate, c'est décevant, on attend. Mais je veux dire, nous autres aussi, on attend pour commencer l'UFC. Puis, écoute, je vais vous répondre pareil là, si vous m'envoyez des messages pourquoi ça n'a pas commencé. Mais au niveau de la programmation, là, je ne peux pas faire grand-chose. Non, c'est ça. C'est pas Pat qui décide, c'est pas Jean-Paul qui décide, c'est pas moi qui paye le ça. producteur de l'émission qui décide. Ça se décide en haut de nous, d'une part. Mais mettez-vous, puis là, vous dites, les fans de l'UFC, je comprends, c'est plate le golf, tout ça, mais mettez-vous à la place. Par exemple, qu'est-ce qui arriverait si on se rendait pas jusqu'à la fin du gala de l'UFC parce qu'un autre sport commence? Il y a un autre événement sportif. La règle en télé sportive, c'est que tu ne peux pas finir de diffuser un événement avant la fin. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Tout le monde qui a commencé à regarder la ronde de golf veut voir la fin. Donc, c'est la même chose dans tous les sports. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est ça. L'UFC, dans les nouvelles, Pat, on en parlait d'entrée de jeu, là, cette fameuse carte en Floride. Là, le but, c'est de la faire avec spectateurs, même salle comble. C'est ce que Dana White a indiqué dans sa petite vidéo qu'il a diffusée lundi. Mais on parle quand même d'une carte assez spectaculaire. Là. J'ai fait un reportage sur les galas de l'UFC où il y a eu 3 combats de championnat là, en finale sur une même carte. Il y en a eu le dernier, l'UFC 259, c'était le 6e, sauf erreur, dans l'histoire, dans 25 ans d'histoire de l'UFC. Là, on va en avoir un autre à l'UFC 261 si tout va bien, s'il n'y a pas d'annulation. 3 combats de championnat. Ousmane contre Masvidal 2 pour la ceinture chez les mi-moyens. Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade pour les poids mouches féminins et Zhang Weili contre Rose Namajunas pour les poids pailles. Juste ça, c'est une superbe carte. Là. Juste ça vaut le prix de la télé à la carte, ça, c'est sûr. Oui, on veut faire ça à Jacksonville avec des spectateurs remplis à pleine capacité. Je ne sais pas c'est quoi les conditions pour rentrer dans cette aréna-là. Je ne sais pas s'il faut être vacciné. Je ne sais pas s'il va y avoir des masques pour tout le monde. Clairement, si on va faire ça à pleine capacité, il n'y aura pas de distanciation. En Floride, on sait qu'il y a pas mal tout élevé là-bas. Au Texas aussi. Donc, j'en sais pas plus au niveau de la logistique pour aller à cet événement-là. Moi, je pense aux combattants, par exemple. Ça va être tellement spécial, ça va être tellement un vibe, le fun, parce que probablement, là, tous ces combattants-là qui vont se battre sur cette carte-là ont combattu, ou presque tous, là, devant personne. Pendant la pandémie, pendant l'année dernière, ils ont sûrement déjà combattu, soit au Apex, soit à Abu Dhabi. C'est une salle vide. Donc, là, retrouver les partisans, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Là. C'est le jour et la nuit pour les combattants. La rush d'adrénaline. Il y en a qui marchent aussi avec la foule. Il y en a qui marchent avec l'énergie que la foule va leur donner aussi. Donc, ça va faire du bien aussi, si on peut faire ça tout dans la sécurité le plus possible. Mais ça va faire du bien de revoir les sports professionnels avec des partisans. Dana White disait que ça allait être le premier sport. Il n'est pas loin qu'il allait y avoir un amphithéâtre rempli. Je pense que c'est le 1er avril ou quelque chose comme ça. Je pense qu'au baseball, on va avoir un stade complètement rempli. Là. Donc, il ne sera pas tout à fait le premier, mais il ne sera pas loin. Mais il faut dire que le baseball, c'est à l'extérieur. Donc, dans un amphithéâtre fermé à l'intérieur, je pense qu'il va être. Ouais, pas fou. C'est les Rangers du Texas, là, à Arlington, on a dit on allait accepter des personnes pleine capacité au stade dès le début de la saison. Donc, capacité potentielle de 40 000 personnes là, dans un stade extérieur, comme tu l'as dit. Il faut penser à la sécurité des gens. Mais comme tu dis, c'est en Floride. En Floride, depuis le début de la pandémie, ça a toujours été vraiment moins sévère, les restrictions. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion par rapport à ça. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Je veux dire, c'est pas nous qui décident. Mais Ben, il n'y a personne qui t'oblige à y aller. Je veux dire, l'UFC n'oblige personne à aller à ce show-là. Là. Je veux dire, ils mettent des billets à vendre. Non, je comprends, mais c'est... Le point, c'est pas les personnes qui vont y aller, c'est
la contractent, après ça, ils vont pouvoir la donner à d'autres personnes qui, eux, ne sont pas allés là, le voir, l'UFC. Là. Ah, Ils n'ont pas demandé à être en raison. contact avec des gens qui sont allés se mettre dans un aréna à 25 000 personnes. Tu sais. Je comprends, Mike mais... Toussaint, je ne veux pas partir un débat, là, mais... Non, mais tu as tout à fait raison. C'est juste que, tu sais, il y en a qui vont donner beaucoup le bash à l'UFC parce que, tu sais, il y en a qui trouvent ça trop tôt, il y en a qui se disent « Ah, enfin! » Il y en a qui croient à ça, il y en a qui ne croient pas à ça. Peu importe. Il reste qu'au bout de la ligne, puis là, je ne veux pas faire... je veux pas lever mon drapeau, puis je suis pro-UFC, là, mais au bout de la ligne, il n'y a personne qui t'oblige à y aller. L'UFC, c'est une business, encore une fois, je le répète, de promotion. Si on a la chance de vendre des billets et de mettre du monde dans les estrades, ils vont la prendre, cette occasion-là. Ils vont la prendre, puis ils ne font pas ça dans aucun... Ils ne sont pas illégaux. Tout est légal là-dedans. C'est ça. Donc, c'est ça. c'est sûr qu'au niveau de l'opinion publique, ça peut mal passer face au monde qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il n'y a rien qui est illégal. C'est peut-être moralement pas logique de faire ça, mais il n'y a personne qui oblige personne à acheter des billets pour y aller non. Non, puis c'est vrai que ultimement, c'est les politiciens, c'est le gouvernement de la Floride, le gouverneur qui met en place les règles. Donc, tout est fait selon les règles. Là, je vais faire un aparté un peu. Tu sais, ici, là, tu dis OK, on lève tous, les restaurants peuvent ouvrir à pleine capacité. Mais c'est la même chose. Les restaurants vont prendre tout. Ils vont faire le plus attention possible, mais ils vont remplir jusqu'à pleine capacité s'ils ont le droit de le faire, parce que c'est leur business, parce qu'ils veulent ramener de l'argent à la maison. C'est un peu la même chose à l'UFC, c'est une compagnie promotionnelle, donc ils veulent, si on donne le droit, ben, ils vont y aller, ils vont aller jusqu'au maximum. C'est ça. Oui. Mais il y a quand même une différence entre 25 000 personnes dans des rangées de sièges que des personnes dans un restaurant, 100 personnes dans un restaurant avec des plexiglas. Anyways, on finira pas notre podcast avec un débat de en tout cas, moi personnellement, si j'étais libre pour y aller, j'irais pas. Alors, si vous, juste avant de partir un débat, s'il y en a qui disent côté lui, il ne croit pas à ça, c'est un complotiste. Non, écoute, moi, j'irais pas, moi. Parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop rapide. Et si je me mets dans la peau de l'organisation, ben, ils ont le droit, je trouve ça logique de leur part de faire ça. Puis de toute façon, on parle un peu à travers notre chapeau, dans le sens où, comme tu dis, on ne sait pas les règles qui seront mises en place. Parce que c'est sûr que tu ne vas pas promener là comme dans un moulin. Là. Peut-être qu'il va peut-être falloir que tu présentes un test négatif qui a été fait dans les jours précédents. Si tu as des symptômes, c'est sûr que tu ne vas pas là. Masque obligatoire partout dans les. Tu sais, je veux dire, il va en avoir, c'est sûr, des restrictions. Donc, c'est pas free for all party là-bas. Là. Ça va être. C'est sûr qu'il va y avoir certains trucs, on va prendre certaines précautions. Là. J'imagine. Mais si on se fie à ce qu'on sait et à ce qu'on voit en Floride présentement, pas grand. Je veux dire, il n'y a pas grande mesure. Là, fait que je ne sais pas ça va être quoi, mais j'imagine qu'on va faire ça. En tout cas, je l'espère. C'est ça. Puis on verra, de toute façon, s'il y a des éclosions ou tout ça. Je n'ai pas regardé les éclosions de cas en Floride. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont vaccinées aussi aux États-Unis que chez nous. Bref, ça nous prouve aussi, et ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a des États qui sont plus rapides que d'autres, mais ultimement, ça va. Plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont se faire vacciner, plus on va finalement pouvoir retrouver la normale. Quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir une game de hockey au Centre Bell? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir un gala de l'UFC, que ce soit aux États-Unis ou si l'UFC vient au Canada? Je le sais pas, mais ça nous prouve que le pire est peut-être derrière nous, en tout cas, espérons-le. Puis pour la télévision, ça va faire aussi du bien, effectivement, puis pour les combattants de revoir des gens puis d'avoir une vraie atmosphère. Ne veut pas, ils font ça pour les fans. Là. Ils donnent un spectacle pour les fans qui payent leur billet pour aller le voir en personne ou pour ceux qui commandent à la télé. C'est pour eux que les combattants le font. Donc, je suis pas mal sûr que on va demander à tous les combattants, comme tu as dit, ils vont être vraiment contents d'avoir du monde dans l'aréna. Et oui, puis le spectacle va être... Pas que le spectacle est mauvais là, mais le spectacle va être 10 fois mieux là, à cause qu'il va y avoir du monde dans les estrades. Je veux dire, tu en donnes toujours un peu plus quand tu sens qu'il y a de la foule, quand tu sens qu'il y a du monde qui te regarde. C'est complètement le jour ou la nuit. Là. Bref, cet événement-là, le 24 avril, l'UFC 261, 3 combats de championnat confirmés. Ousmane contre Masvidal, 2 chez les mi-moyens. Shevchenko contre Andrade chez les poids mouches. Et Zhang Guanli contre Rose Namajunas chez les poids paille.
un autre, en l'espace de quelques mois, gala où il y a 3 ceintures en jeu. Croisons les doigts qu'il n'y aura pas de blessés ou de complications par rapport au virus, mais bref, pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Pat, encore un plaisir. Merci énormément, mon ami. Je souhaite une belle semaine. Je souhaite une belle semaine à tout le monde. Un bon gala de l'UFC ce samedi. Je vous invite à vous abonner. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. On est facile à trouver dans la cage sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados. Ben Baudouin, au nom de Pat Côté, merci énormément d'avoir été là. À bientôt tout le monde. Ciao.